Les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, Apple aussi, on se moquait de Google, mais des fois les noms Apple, c'est aussi quelque chose, qui sont sortis, qui ont été annoncés, corrigez-moi si je me trompe, le 9 septembre. Le 9 septembre. Le 9 septembre. Le 9 septembre, lors de la keynote donc il y a quelques semaines. Vous avez eu notamment l'occasion de les tester. Édouard, tu es en plein test. Moi, je devais commencer le mien, mais j'étais pris notamment par la préparation de cette émission. Mais je commence à l'utiliser, l'iPhone 16. On va en parler, on va en débattre. Est-ce qu'on recommande pas? C'est peut-être un peu trop tranché comme question, mais évidemment, on va essayer d'y répondre. Let's go. Impressionnant, hein. On peut te louer le plateau Il y a du budget, hein. Il y a un petit écran, micro LED, bam, le logo il descend. Je t'ai mis un jour, il n'y avait pas de clim. On a mis une clim et tout, on est bien. Bon, ça m'empêche pas de transpirer, mais du coup, messieurs, vous allez être en plus beaucoup plus pertinent, comme je l'ai dit. J'ai pas eu trop l'occasion encore de me plonger dans les iPhones. Alors, je commence par qui? Edouard, tiens, parce que tu es encore dedans. Déjà, un premier ressenti avant de laisser JB et Nico qui ont déjà terminé leur premier test, en tout cas de certains modèles. J'imagine que tu n'as pas testé les 4 nous, ça fait 2 mois qu'on les a. Voilà, c'est ça. J'en ai testé 3 sur 4. La question, c'est est-ce que tu l'utilises encore? Bien sûr. Alors c'est pas un mauvais produit. Ah non, et je pense que de toute façon, ça peut pas être un mauvais. Enfin, ce serait une catastrophe industrielle que ce soit un mauvais produit. Voilà, je pense qu'on va avoir. C'est ça qui va être compliqué, c'est pouvoir créer un débat, parce qu'on risque d'avoir à peu près le même avis. C'est à mon sens, l'ensemble de la gamme de cette année des iPhone 16 ne se destine pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça se destine pas à ceux qui ont un iPhone 15. Ça se destine pas à ceux qui ont un iPhone 14. J'ai personnellement, normalement, un iPhone 14 Pro. J'ai basculé sur l'iPhone 16 Pro Max. Je sens pas vraiment de différence. Voilà. Dans le sens où on a déjà des smartphones qui sont suffisamment aboutis. Donc ça va s'adresser à ceux qui ont de vieux iPhones. Un iPhone 10 éventuellement, un iPhone X, oui, voilà, ou un iPhone 8. Là, du coup, on aura vraiment... Un iPhone Edge aussi, je pense. Ceux qui utilisent encore un iPhone Edge, mon Dieu. Non, je parle de l'iPhone 8, mon beau-père a encore un iPhone 8, donc voilà. Mais il fonctionne encore. Donc ensuite, côté mise à jour, c'est différent. Mais voilà. Le bouton... personne n'accède directement. Le bouton caméra contrôle, inutile. On va en parler. Ouais, on va en parler. Je pense que ça va même être le gros du sujet. En effet, le titre de la vidéo. Là, c'est compliqué. Voilà, y a ça. Ensuite, le format qui est agrandi, mine de rien, avec la coque. C'est insupportable. Et en fait, cette coque, je me force à l'utiliser, etc. Mais non, j'ai envie de la virer tout le temps. Sur l'iPhone 16 Pro Max. Toi, tu es utilisateur d'un modèle d'il y a 2 générations, non? Ouais, c'est ça. Donc toi, tu as une comparaison entre les deux. Au Max, t'es habitué au Pro, c'est ça? Je suis habitué au Pro. Okay. Mais du coup, tu fais un sacré gap avec la coque. Mais sinon, avant, j'étais sur Pixel, et donc du coup, le Pixel 7 Pro, etc. Donc voilà, grand format. J'ai testé les Pixel 9 Pro aussi, le Pro XL. Donc le grand format ne me gêne pas. Voilà, là c'est juste la coque officielle. Je trouve que c'est la coque le problème. Je suis d'accord. Moi, ça me dérange pas la taille du Pro Max. Mais j'aime vivre dangereusement. Je fais partie, comme j'ai vu, des gens qui sont sur le coque. Ça va comme ça. Par contre, c'est vrai que la coque, je l'ai mis quelques jours, un moment quand j'en testais plusieurs, histoire de pas les abîmer en les frottant les uns contre les autres, etc. Et j'avoue que la largeur commence à être assez limite. Donc là-dessus, je te rejoins. Après, surtout... J'ai pas vérifié les prix en plus des nouvelles coques. Parce que, étant donné qu'ils ont, parce que les tiers parties, c'est la même chose. C'est le même prix. C'est le même prix. D'accord. Parce que là, il y a un petit peu plus de boulot. C'est dans le sens où en fait, ils ont dû reproduire. Ils s'embêtent quand même pas mal avec. Ils s'embêtent pas mal avec ce bouton. Mais bon. Non, c'est pas, ça coûte pas si cher. Enfin, les coques coûtent cher, mais le bouton doit pas coûter si cher à fabriquer en tout cas. Je te rejoins complètement sur ton introduction, notamment sur à qui ça se destine. De toute façon, je pense que c'est quelque chose de plus en plus commun sur les gammes d'iPhone. On a de moins en moins d'innovation. Pendant longtemps, il y avait un cycle biannuel chez Apple. On a eu 4S, 5S, 6, 6S. Et c'était pas si mal. Et à l'époque, déjà, on se plaignait, on disait, voilà, là, cette année, c'est un modèle S, va pas y avoir de nouveaux designs, on n'était pas content. Là, on est quand même sur 4 fois le même design, et déjà, avec ces 4 fois le même design, on n'était pas non plus sur une immense rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, on tourne un petit peu en rond. Il est grand temps de rafraîchir le produit, mais en effet, je pense que toutes les personnes qui ont jusqu'à l'iPhone 12, il n'y a pas de nécessité vraiment à changer, même si on passe du 12 au 16, on va quand même avoir pas mal de nouveautés. Je crois d'ailleurs, j'ai eu un peu des échos des opérateurs avec qui j'ai pu discuter, notamment sur la reprise. Le produit qui est le plus repris en ce moment, c'est les iPhone 11,
à tel point que certains repreneurs ne reprennent plus d'iPhone 11 pour l'instant parce qu'ils vont trop en avoir et ils sont pas. Donc voilà, je pense que ça illustre très bien en fait qui est la cible des iPhone 16. C'est les gens qui ont un iPhone 11, c'est cette génération-là qui a 5 ans d'écart et est sur le point de changer. Maintenant, ça reste des produits extrêmement intéressants. Je trouve, je ne sais pas si JB partage mon avis, que les iPhone 16 n'ont jamais été aussi intéressants par rapport à la gamme Pro. On avait déjà eu l'année dernière les 15 qui avaient pas mal rattrapé l'écart avec un domat, de l'USB-C, des écrans bord à bord, la Dynamic Island. Mais là, vraiment, même les nouveautés principales de la gamme 16 Pro, donc le caméra control pour ne citer que lui, et Apple Intelligence. Et Apple Intelligence et la puce A18, même si c'est une version avec un peu moins de cœur et un peu moins de puissance, mais qui suffit évidemment amplement. Enfin, j'ai fait un benchmark sur la puce NPU entre l'iPhone 15 et l'iPhone 16. Il est 12 fois plus puissant. Ah oui, de la violence. 12 fois plus puissant. C'est de la violence. Donc on est vraiment sur un sacré écart. Ça devrait aller. Donc pour moi, on est sur un produit sur l'iPhone 16 qui est hyper intéressant parce qu'il est très bien positionné et qui pourrait même plaire à des gens qui venaient d'un Pro. Et par contre, c'est vrai que sur les Pros, à moins de venir du 11 Pro, du 10S, etc., bah oui, finalement, la principale nouveauté, c'est l'USB-C et le Zoom x5 qui était déjà l'année dernière. Ouais. Et la différence entre Pro et pas Pro, on aura une slide d'ailleurs un petit peu après sur les caractéristiques à retenir des quatre modèles. Il y a deux petites différences qui pour moi vraiment sont... Il y a le 120 Hz par exemple, qui est encore une grosse différence, je pense, pour ceux qui ont l'œil pour ça. Mais après... J'ai l'impression que beaucoup de gens encore, je me rappelle, j'avais fait un test encore il y a pas si longtemps, des personnes, celles qui n'ont peut-être jamais goûté au 100 Hz, en fait, quelque part. La différence, vraiment, on l'a jamais goûté. Si tu les mets, enfin, moi, tu vois, j'ai testé le 16 Pro en même temps que le 16 Plus, du coup, j'avais les deux dans la poche en permanence. Ah oui, je vois la différence. T'as habitué depuis 4 ans. Bien sûr, mais je suis tout. Moi, ça me saute aux yeux. Hein, moi, personnellement, j'ai tendance à penser que d'un point de vue segmentation de la gamme, Apple a raison. Et c'est un peu provocateur de le dire comme ça. Mais aujourd'hui, tu mets du 120 Hz sur l'iPhone 16. Vraiment, je dis aux gens, mais alors le Pro, il n'a surtout pas. Genre, le zoom ne mérite pas de payer autant. C'est la même chose. Il a même pour moi, enfin, il chauffe un petit peu plus. Il y a plein de choses. Donc, le modèle standard serait tellement parfait s'il avait du 120 Hz qu'il n'y aurait plus aucune raison d'acheter le Pro. Franchement, même personnellement, je pourrais me laisser tenter par le modèle standard, rien que pour les couleurs, pour avoir un produit un peu différent. Donc, je comprends pourquoi Apple fait ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu vache quand on voit que les smartphones à 200-300 euros aujourd'hui ont du 120 Hz. Et t'es en USB 2. Oui, était en USB 2. Bon, ça, moi, ça m'énerve, mais je vois pas le problème au quotidien. Au quotidien pour le Quidam, bien sûr. Ouais. JB, toi, t'as pu tester lequel principalement? Là, c'est le 16 Pro Max depuis 3 semaines, je sais plus, 2 semaines, je crois, vraiment. Là, c'est ton main, du coup, j'imagine. Là, je vais et passer au 16 demain. Ouais. Voilà. Donc, je vais faire un gros. Mais je rejoins exactement ce que vous dites, vraiment. J'ai l'impression d'avoir le même iPhone que l'année dernière et que l'année d'avant. Même si l'écran plus grand, c'est agréable. C'est toujours sympa, surtout les toutes petites bordures. 0,2 pouces, c'est pas beaucoup. Oui, mais les bordures, la finesse des des bordures, c'est assez bluffant. Les bordures sont super belles. Ouais. C'est plus fin que Samsung, même que Google, et même que le 15 Pro Max, qui lui était plus fin que le 14 Pro Max. Et à côté, quand on met un 16 et un 16 Pro Max, le 16 a des bordures hyper épaisses. Alors qu'en fait, elles sont déjà très fines. Mais bon. Est-ce que c'est pour ça qu'on va changer d'iPhone? Non, bien sûr. Mais moi, j'étais au lancement de l'iPhone vendredi matin à l'Apple Store des Champs-Élysées. Oui. Et j'ai posé les questions aux gens. Vous avez quel iPhone pour acheter un 16? Et ils m'ont tous dit, on a un 12, on a un 13. Max. Ouais. Même sur les gens qui font la queue. J'aurais tendance à penser que les gens qui font la queue ont tous le 15 et que c'est les fans. Certains avaient un 15, bien sûr, 15 Pro Max surtout. Tout le monde a acheté un Pro Max en sable. Mais tout le monde. Vraiment. C'est vraiment le banger, du coup. Est-ce que des gens ont acheté le plus? Pas de ceux que j'ai mais du coup, il y a beaucoup de monde à l'Apple Store des Champs-Élysées, donc vendredi à 8h. Donc encore beaucoup de files d'attente devant Apple, parce que je sais que c'était les images à chaque fois qu'on voyait tout le temps dans il y a encore il y a certaines années maintenant. J'ai l'impression qu'on voyait un peu moins, mais peut-être juste parce qu'on s'y habituait. Mais surtout qu'ils avaient supprimé un peu les files d'attente pour faire que les précommandes et tout ça. Maintenant, ils les remettent, parce que c'est un effet de mode, je sais pas, mais il y avait beaucoup de monde pour le coup, et non-stop jusqu'à 10h que je suis resté là-bas. Donc je me suis dit c'est positif pour eux, parce que du coup finalement les gens ils achètent ces iPhone 16, mais ils les achètent parce que surtout ils ont des anciens iPhones, et ils étaient contents d'y aller un vendredi matin, comme ça après ils faisaient leur journée de travail, ils pouvaient configurer leur téléphone. Mais oui, je pense qu'on peut surtout revenir sur ce fameux petit nouveau bouton, qui n'est pas un bouton d'après Apple, qui est commande de l'appareil photo. Et d'ailleurs, au début, j'avais cru, tout début quand ils commençaient à en parler dans la keynote, je l'avais mal compris. Moi, je pensais que ils avaient mis ça sur le bouton action. Et en fait, ça fait encore un nouveau bouton. Et je trouvais qu'il y avait. Alors, peut-être que je suis
biaisé ou quelque chose comme ça, mais je me disais, Apple, pour moi, c'est un peu le côté épuré, justement. Et en fait, cette multiplication de boutons, je trouvais que c'était peut-être pas tout à fait un truc à la Apple, justement. Mais peut-être que je suis un peu vieux jeu ou je sais pas quoi, mais voilà, c'était juste, je partageais ma petite, mon petit retour à chaud au moment de la keynote. En ajoutant un bouton, ils vont un petit peu à contre-courant des constructeurs asiatiques qui, tentent au maximum de doter les boutons. Même trop. On se rappelle de Huawei sur un modèle où ils avaient enlevé les boutons volume pour faire un double tap sur le côté pour gérer le volume qui n'était pas du tout intuitif. Ils ont abandonné l'idée. Donc ouais, non, mais c'est assez étonnant. Du coup, très bonne transition. C'était en effet le sujet suivant. C'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Déjà, l'emplacement. L'emplacement, pour moi, il est pas la meilleure des positions. Parce que quand tu le tiens à la main droite, t'as un 16 Pro Max, ton pouce, il est en haut. Il est pas en bas. À moins que tu tiennes ton téléphone comme ça. Ce que personne ne fait, a priori. C'est ce qu'on voit sur les pubs. Ouais. Quand t'es gaucher, alors là, mais c'est impossible de l'utiliser à la main droite. À la main gauche, du coup. Je trouve que c'est plus simple. Je suis gaucher. Je trouve que c'est plus simple. Tu es gaucher, Edouard. Je savais même pas, je crois. En fait, je te parle de double taper. Oui, non, mais tu vas essayer pour appuyer, pas pour les gestes. Appuyer. Ah, bah si. T'arrives à faire des gestes tactiles là-dessus ? Ouais, je fais. Pour moi, c'est plus simple de faire ça. En fait, c'est plus simple de lancer le truc depuis l'écran de verrouillage. J'ai pris pour mon test, etc. Je me suis efforcé de l'utiliser 2-3 fois, mais naturellement, je prends soit avec le bouton volume, soit avec le shutter classique. En fait, c'est stylé, c'est hyper bien intégré, ça fonctionne bien quand tu l'utilises. C'est pas pratique au quotidien. Ça fonctionne bien, ça ? Vous êtes d'accord, Edouard, Nico ? Attends, le double tap, etc. machin. C'est satisfaisant de faire ce double tap. Il y a tout un côté maîtrise qui est nécessaire, qui est assez étonnant pour un produit Apple. C'est que c'est pas le truc qui, au premier abord, va fonctionner immédiatement. Et il faut vraiment apprendre à appuyer légèrement, à comprendre la différence sur les pressions. Et quand tu l'utilises, ça fonctionne. Par contre, là où je vous rejoins sur la question de la simplicité, c'est que pour moi, alors déjà, il y a un problème très simple, c'est un problème physique, qui est que quand vous avez un bouton tactile qui fait cette taille et que vous appuyez dessus, vous avez une amplitude de déplacement qui est très légère. Alors que la même chose sur un écran tactile, c'est que vous pouvez aller sur tout l'écran. Donc en fait, si vous voulez zoomer de 0,5 à x15 sur le bouton, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Là où sur l'écran, en un coup, c'est fait. Donc dès qu'on est sur des tâches un petit peu complexes, qui nécessitent vraiment justement les fameux réglages de l'appareil photo, comme Apple le dit, en fait, l'écran tactile est meilleur 100% du temps. Par contre, moi sur l'emplacement, je suis pas aussi sévère que vous, aussi bien en vertical qu'en horizontal. C'est plus simple sur les petits formats, je trouve. C'est plus simple sur les petits formats, mais surtout qu'en fait, moi, l'utilisation que j'ai de ce bouton aujourd'hui, c'est d'appuyer une fois sur le bouton, de prendre ma photo et de le ranger dans la poche, et ça marche en fait. Le bouton d'action et le bouton plus faisaient déjà ça. Je me suis amusé, j'ai trouvé un usage pas mal, c'est de faire des selfies avec la caméra arrière, où tu mets le téléphone comme ça et tu utilises ton pouce pour prendre en photo, et c'est plus agréable que toucher un écran tactile ou toucher des boutons de volume qui vont faire bouger le téléphone. Le truc est plutôt bien pensé là-dessus. Oui, mais en fait, ça veut dire qu'ils ont fabriqué un bouton avec 15 fonctions. Il y en a 2 qui sont utiles. Et les 13 autres ne servent absolument à rien, désolé de le dire comme ça, mais j'ai du mal à comprendre vers où on se dirige. Peut-être qu'il y aura des améliorations logicielles, notamment avec l'IA, dont on parle un peu en fin d'émission. Peut-être que ce bouton va soudainement se mettre à servir à quelque chose. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que la dernière fois que j'ai parlé comme ça d'une nouveauté Apple, c'était la Touch Bar, en disant, voilà, là, en l'état, c'est pas hyper utile, mais je suis sûr qu'ils vont l'améliorer avec des mises à jour de macOS et que ça va devenir cool. Et il n'y a jamais eu une seule nouveauté sur la Touch Bar en 3-4 ans, et elle a disparu. La Touch Bar, je rappelle, c'était donc la barre au-dessus du clavier sur les MacBook Pro. 2016. Des Pro, de 2016. De 2016 à 2020. Et qui permettait essentiellement de mettre des emojis. Oui, en gros, c'était la barre emoji. On pourrait dire la même chose de 3D Touch. Moi, je trouve que 3D Touch était génial pour le coup, qui permettait, c'était les iPhones étaient les premiers téléphones avec un écran qui reconnaissait la pression. Donc, si on appuyait fort sur une photo, ça allait l'ouvrir en preview, alors que si on la touchait une fois, ça allait l'ouvrir normalement. C'était pas mal. Il y avait quelques bonnes idées là-dessus. Mais en fait, le grand public ne l'a pas tellement utilisé. C'était compliqué à maîtriser. Donc, Apple l'a supprimé au bout avec l'iPhone 10S, l'iPhone 10S et l'iPhone 10R de mémoire. Donc, en fait, ça fait partie de ces technologies où, sur le coup, Apple apporte quelque chose de technologiquement abouti. On a un bouton. Il faut quand même comprendre que c'est un vrai bouton. C'est pas un bouton tactile. C'est un truc qui se clique. Et au-dessus, ils ont mis une couche de saphir avec un microprocesseur qui analyse les déplacements sur le verre pour deviner où vous allez et effectuer les actions. C'est quand même pas mal. Technologiquement, c'est quelque chose de fort. Mais quelle est l'utilité au quotidien ? Quelle est la plus-value ? Aujourd'hui, j'en vois vraiment pas. Et c'est ça qui est un peu étonnant parce que finalement, encore une fois, on va parler de l'IA dans un instant, les 2 points de vente principaux de l'iPhone 16, c'est l'Apple Intelligence et le bouton. En France, on n'a que le bouton. Et donc, la nouveauté principale est une nouveauté
on a du mal à comprendre. Donc, je sais pas trop où on va. Toi, Edouard, pardon, vas-y. Non, je t'en prie, juste une question. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez eu une réponse par rapport à ça? Pourquoi du saphir? Pourquoi utiliser du saphir, puisqu'en fait, on aurait pu le faire sur le titane classique? C'est juste une question de design. Réponse directe. Design ou protéger, peut-être plus. Oui, déjà, c'est plus solide, ça se casse moins facilement, ça, c'est sûr, ça se raye moins facilement. Et je crois que le saphir, au niveau de la conduction d'électricité, etc., est un matériau qui est quand même. D'accord, oui, parce qu'on est sur du domaine du verre, donc on est. Exactement. Beaucoup mieux. L'idée, c'est quand même de suivre un mouvement sur une surface. Toi, Edouard, je sais que tu es assez critique du coup sur ce bouton de contrôle caméra. Ouais. Même si tu dis par contre que c'est plus facile quand on est gaucher, ce qui j'ai l'impression est controversé. Mais je sur un côté, c'est que sur un petit format, oui, c'est sans doute plus facile dans le sens où on est avec le majeur et plus avec l'index. Voilà. Et du coup, je te sais très critique de ça. Là, Nicolas, c'est intéressant, apporte ce surtout côté un peu évolution. Nouveauté, parce qu'on rappelle que Sony fait ça. Oui, Sony a un bouton plus classique, mais oui, c'est juste un bouton. C'est juste un bouton. Mais est-ce que toi, tu y crois aussi aux possibilités là ouvertes par Nico ou pas du tout? Tu y crois pas du tout? Des possibilités offertes. À moitié, dans le sens où lorsque j'ai discuté avec un responsable produit Apple il y a quelques jours et donc à la question de savoir est-ce qu'il y aurait d'autres applications données par la suite à ce bouton, il a dit c'est un bon retour, oui pourquoi pas, on pourrait y réfléchir, mais non, c'est pas dans les cartons, ou sinon langue de bois, ils disent rien pour l'instant. Mais oui, actuellement, c'est compatible avec la caméra, c'est compatible avec quelques autres applications. Il y a Snapchat, Instagram aussi. Instagram. J'imagine que l'application Final Cut qu'ils avaient lancée il y a quelques caméra aussi. Voilà. Oui, mais oui, mais c'est vrai que l'usage est pour l'instant bloqué. Donc, à voir si Apple pourra avoir d'autres idées. Je suis ce qui est perturbant, c'est quand même qu'il est mis à la fois sur les pros et les normaux. Ouais. Tu l'as sur l'entièreté de la gamme. C'est plutôt rassurant. Ce qui veut dire quand même que quand tu mets pas une nouveauté uniquement sur les modèles pro, elle est dans leur roadmap, cette fonctionnalité. Ils imaginent que le bouton caméra contrôle va devenir un élément important de tous les iPhones, au point de le mettre sur les 16 maintenant. Donc j'ai tendance à penser... Ils sont pas à l'essai pour le mettre juste sur un modèle. Il y a des trucs qui n'ont pas été dit pendant la conférence. Ils te montrent dans la conférence, t'as un chien, t'as envie de savoir ce que c'est, t'appuies sur le bouton, tu le photographies, t'as un menu, tu le prends en photo, t'as un restaurant, tu le prends en photo, et tout ça avec le bouton. Aujourd'hui, quand tu appuies sur le bouton, ça lance pas ça lance l'appareil photo. Ouais. La question, c'est comment on va faire pour aller dans l'IA et ne pas aller dans l'appareil photo? Est-ce qu'on doit choisir entre les deux? On doit le choisir dans les réglages. Comme aujourd'hui, tu peux choisir. Je serais pas étonné que c'est autre chose, qu'il y ait une différente manière d'appeler, peut-être en appuyant 2 fois, peut-être. Je pense que le bouton va petit à petit gagner en fonction par des mises à jour, mais qu'on sait pas encore tout. Après, de là à réussir à en faire une nouveauté révolutionnaire. Franchement, j'en doute. On sera déjà à l'iPhone 17. C'est pas là où. Et moi, je serais pas étonné, sincèrement, que ça tienne iPhone 16, iPhone 17 et que iPhone 18, ça disparaisse en mode, voilà, on a essayé, on essaie de temps en temps des technologies et que ça revienne pas. Est-ce que c'était pas trop tôt ou est-ce que peut-être, en fait, en cours de route, Apple s'est peut-être changé d'avis sur un truc après, on reviendra un peu plus tard sur Apple Intelligence, mais c'était peut-être un peu trop tôt pour ce bouton ou... Je pense qu'Apple tente des choses. Voilà, ils ont besoin de tenter des choses, comme ils ont tenté beaucoup de choses ces derniers temps, quoi qu'on en dise. Et qui ne tentent rien à rien, ils ont tenté un bouton qui peut être pratique dans certains cas, moins dans d'autres. On l'a, c'est cool. Bon, on l'utilise, c'est bien. On l'utilise pas, c'est pas grave. Mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'on peut pas le désactiver. Ouais. Voilà, dans les réglages, on peut pas encore les activer. Donc ça m'étonnerait pas qu'avec une mise à jour iOS, on puisse enfin le désactiver. Ouais. Mais ça m'arrive parfois de juste prendre mon téléphone dans la main de la table et d'appuyer dessus. Ouais. Du coup, je lance l'appareil photo. Donc là, c'est un problème ergonomique. T'as pas besoin de le déverrouiller pour que ça s'active. D'accord. Ça m'est arrivé, moi, au contraire, de juste vouloir prendre une photo avec à l'ancienne, avec le bouton tactile, le toucher par erreur et du coup de zoomer en plein moment sur l'image. Et quand on fait ça, ça fait disparaître les contrôles sur l'écran tactile. Ouais. Du coup, tu dois attendre 3 secondes que ça réapparaisse. Tu appuies sur l'écran avec ton doigt. Oui, ou sinon tu peux faire ça, mais quand t'es vraiment en train de te positionner à prendre une photo, c'est un peu frustrant. Mais bon, je pense que tout ça est sur le point de s'améliorer avec les mises à jour, j'espère. Un point sympa, c'est un accès encore plus rapide à l'appareil photo. Moi, ça c'est un truc que j'apprécie depuis des années sur Android, et c'est Google qui l'avait mis à l'origine. Le double clic. Le double clic. Ouais.
Mais non, je suis c'est d'accord. un game changer, ce truc-là. Bah, tu l'avais avec le bouton action. Alors, mais du coup, tu peux l'avoir sur le bouton action. Depuis l'année dernière, on l'a fait. Depuis l'année dernière, je trouve ça un peu. Moi, du 14 Pro. Ah oui. à titre personnel, je le trouve un peu superflu. Qui sont low-tech comme moi, tu vois. C'est les iPhone Edge. Fameux. Et du coup, là, on a beaucoup parlé de caméra contrôle et j'aimerais juste vous poser la question à tour de rôle. Au-delà de ce bouton caméra contrôle, est-ce qu'il y a une fonction qui vous a particulièrement plu? Je vais commencer avec Edouard, par exemple. Oula, désolé. Je pensais avoir 2 secondes pour réfléchir. Je te laisse réfléchir s'il faut. Si quelqu'un d'autre. Moi, en vrai, Ouais, JB, vas-y. j'ai bien aimé les nouveaux styles photographiques. Ok. C'est un détail, mais les anciens, je les utilisais pas du tout. Parce qu'il fallait les mettre quand tu prenais ta photo et si tu le laissais, ça marchait. Si tu les activais, enfin bref, c'était pas très pratique. Là, ça va beaucoup plus dans les détails. Tu peux vraiment choisir l'intensité, la couleur, plein de choses, noir et blanc. Tu peux faire des super belles photos, mais après coup aussi. C'est-à-dire que tu peux dans les réglages prendre des anciennes photos, les actuelles, puis changer ça si elles ont été prises avec un iPhone 16. Mais et ça marche super bien. Et tu peux copier des réglages, les recoller. Et je trouve que c'est une fonctionnalité qui est un peu passée à côté, mais qui est vachement cool. Tout comme AudioMix. Voilà, c'est génial. Rappel de AudioMix. AudioMix, c'est pouvoir utiliser les 4 ou 5 micros qu'il y a dans l'iPhone 16 Pro Max, par exemple, et de pouvoir choisir si la piste, on veut que ce soit que ce qui se passe dans le cadre. Enfin, de l'audio, par exemple, est-ce qu'on prend que la personne qui parle devant? Est-ce qu'on prend un peu l'entièreté? Est-ce qu'on prend ce qui se passe derrière? On peut choisir un peu, et ça marche plutôt bien, et ça permet d'enlever souvent les échos qu'il peut y avoir dans une piste audio, dans une pièce. Ouais, et j'ajoute sur le style photographique que c'est pas qu'une nouveauté logicielle, c'est pas des. C'est ce que j'allais demander. Instagram. Tout à fait intéressant. Apple entérine un petit peu la mort du JPEG traditionnel, parce que jusqu'à maintenant sur iPhone, tu avais le choix. Ouais, c'est vrai. Avant, jusqu'à maintenant, tu avais le choix entre enregistrer tes photos en HEIC, donc qui est le format compressé, meilleure qualité, etc., ou le format JPEG qui est le plus standard. En fait, là, si tu te mets en JPEG, tu perds toutes les nouveautés. Tu perds le style photographique, tu perds tout ce qui fait la différence. Et en format HEIC, les photos sont un petit peu plus larges qu'avant, parce qu'en fait, elles enregistrent tous les presets colorimétriques qui va te permettre de changer a posteriori, mais ils le font malgré tout dans une quantité raisonnable. Hein. C'est pas des très gros fichiers. Donc en fait, on les voit petit à petit pivoter. C'était déjà les premiers l'année dernière à être allés sur du 24 mégapixels par défaut, là où les autres... Samsung, par exemple, avec un S24 Ultra, aujourd'hui, la photo est prise avec un capteur de 200 mégapixels, mais on enregistre en 12. J'ai bon espoir qu'on passe sur du 24 mégapixels, sur le 25 Ultra, qui risque d'être pas mal en photo aussi. Mais Apple, maintenant, fait du 24 mégapixels par défaut, du HEIC Mac, si on veut prendre du 48 mégapixels, ces styles photographiques qui sont captés dans l'image de base. Donc, on est de plus en plus sur une ère de photo computationnelle qui n'est pas de la photo classique telle qu'on la faisait à l'époque. Et c'est assez intéressant de les voir aller vers ça, parce que finalement, on peut partir du fait que la plupart des gens ne changeront jamais le style de leur photo. Non. Et malgré tout, le téléphone va prendre 10 photos différentes à chaque fois pour pouvoir changer les presets. Et c'est assez étonnant. Moi, j'ai une question dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui vraiment utilisent les photos 48 millions de pixels de l'iPhone? C'est une question. Ou le 200 mégapixels. Nous, on fait ça pour tester. Mais... Ou les 108 ou 200 mégapixels qu'on peut avoir sur Android. C'est du 50 mégas la photo. Est-ce que vraiment c'est une option qui est utilisée par les consommateurs classiques? Je crois que moi, dans mon entourage, je sais que c'est des personnes, alors c'était pas du tout sur les mêmes segments de prix, mais des personnes qui avaient un Redmi et où tu peux prendre des photos en 50 mégapixels, je crois, et maintenant même plus. 108 mégapixels et tout, étaient contents. Dans mon entourage, les personnes étaient contentes vraiment de prendre plein format. Je leur ai expliqué après, fais gaffe. Te fais pas avoir que par ça, c'est utile dans certaines conditions, mais bien précises. Il y a un intérêt, c'est pour cropper ensuite à l'intérieur. Mais quand tu as un iPhone, il faut les prendre en bonnes conditions lumineuses aussi, je rappelle. Mais sur un téléphone qui a un mauvais zoom, qui n'a pas de zoom, du coup, plutôt que de passer en numérique, avec des bonnes conditions lumineuses, comme tu le dis, autant prendre en plein format. Dedans. Et est-ce que vous êtes prêts du coup aussi pour la question? JB m'a répondu. Nico, est-ce que tu avais une fonction en tête par exemple qui t'a plu? C'est pas vraiment une fonction, c'est une correction. On avait un problème sur les iPhone 15 Pro l'année dernière, qu'on a été pas quelques médias à souligner beaucoup ces 11-12 derniers mois, c'est la chauffe. Dès mon test du 15 Pro, j'avais dit c'est étonnant, il chauffe un petit peu. Juste après, il surchauffait vraiment beaucoup. On avait fait des articles. Apple avait reconnu un bug. Apple avait déployé une mise à jour. Ça l'avait un petit peu refroidi. Mais dès qu'on le mettait au chargeur, moi je me rappelle cet été de mon père je lui demandais est-ce que tu peux récupérer mon téléphone au chargeur? Oui, dans le frigo. Il me l'a ramené. Il m'a dit par contre il est bouillant là, c'est normal. Et vraiment, c'est le truc étonnant, c'est qu'on connaît tous des appareils qui chauffent, c'est normal. Là, on avait vraiment un produit qui parfois pouvait être très très chaud. Et pour moi, la grosse réussite de ces iPhone 16, c'est que je vais vous le montrer avec le mien ici. Orienté, il chauffe toujours ici, c'est là où il y a la puce. Oui.
mais la température va se dissiper vers le haut du téléphone. Elle a été décalée, la puce. Elle a été un petit peu décalée, mais surtout... Elle est centrée maintenant. Surtout, elle va se dissiper vers le haut du téléphone. Ce qui fait que quand vous le tenez par ici, vous allez sentir qu'il est un petit peu tiède si vous êtes en train de jouer, si vous êtes en train de prendre des photos, mais c'est surtout si vous mettez la main à l'arrière que vous allez sentir la température. En le tenant, comme ça, il n'y a plus du tout de chaleur. Donc évidemment, si vous jouez, j'ai joué pendant 2 heures à Fall Guys avec mon iPhone, qui fait ça à part moi, mais bon, on s'en fout. On joue pendant 2 heures, oui, il va être complètement brûlant comme tout téléphone normal, parce que il y a une réalité, c'est que le métal propage la chaleur. J'imagine que c'est la même chose au bord d'une piscine. Brûlant ? Non, oui, il va être chaud, mais pas comme l'iPhone 15 Pro. Je pense que dans les mêmes configurations, il s'éteignait. Il disait le problème. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont l'iPhone 15 Pro dans le chat, mais bon, en même temps, d'autres téléphones ont la même situation. Moi, cet été, quand j'étais au soleil, l'écran il passait son temps en diminué en luminosité. Ouais. Il était toujours limité parce que le téléphone optimisait le temps de refroidir. Là, j'ai bon espoir qu'on ait réglé ce problème. Je dis pas totalement. Je pense qu'il y a encore une marche avancée. Enfin, quand on voit que certains constructeurs ont des chambres à vapeur à l'arrière et que Apple est toujours juste sur une solution plus passive avec du graphène, Apple peut encore faire mieux. Mais pour moi, la nouveauté que je retiendrai de ces téléphones, celle qui fait que, pour une fois, j'ai pas envie de dire que les iPhone 16 ont un gros problème de température, c'est ça. Ils ont bien refait la partie thermique. Ok, super. Ouais. Et Edouard, est-ce que tu es prêt maintenant ? Tu peux me dire que tu n'as pas de fonction qui t'a tapé dans l'œil, tout simplement. Dynamic Island. La réponse acceptée. Dynamic Island. Non, mais alors, c'est une fonction, mais c'est pas tant de l'iPhone 16. Je réfléchissais en fait à ce que j'utilisais le plus et que j'aime bien. Et c'est plus une fonctionnalité d'iOS 18, mais qu'on n'a pas encore en France. C'est continuité. Donc c'est simplement avoir son iPhone sur le Mac. Et en définitive, ça me saoulait de pas l'avoir. J'ai regardé, puis en fait j'ai trouvé une petite astuce qui est toute bête, c'est simplement de créer un compte US. Ouais. De se mettre en compte comme sur beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et basta. Et donc maintenant, en fait, j'ai cette fonction que j'utilise assez. Je trouve ça marrant, mais j'ai peur de me dire que potentiellement, une fois passé la surprise de la découverte et de l'agréable découverte, bien qu'en définitive, je ne l'utilise plus. Voilà. Donc c'est un petit peu ma question. Ce qui m'embête, c'est aussi que il faut que l'iPhone ne soit pas utilisé pour qu'il soit affiché sur le Mac. Ouais. Voilà. Donc c'est une petite limitation. Donc c'est une limitation vie privée. C'est pour empêcher quelqu'un, avec ton Mac, d'espionner quelqu'un sur ton téléphone. Exactement. Mais tu n'as pas la possibilité. Mais ça c'est. Alors c'est Apple, oui et non. Tu n'as pas la possibilité de choisir. Si c'est ma vie privée, dans ce cas-là, je veux le faire, je ne veux pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, si je veux avoir un fond d'écran rose et des icônes roses, Apple me le permet, alors que j'étais content que sur... Et ça, c'était un truc. Alors ça, c'est... Bon, on va passer sur les défauts encore. Voilà, non, mais pardon. Ça, j'étais content, en fait, d'avoir une dichotomie dans ma vie numérique. C'est, si je veux pouvoir tout faire, je vais chez Android. Si je veux ne rien pouvoir faire ou être guidé, donc faire plein de choses, mais être guidé, je vais sur iOS, je vais chez Apple. Mais ça fonctionne bien. Voilà. Et les deux, en fait, se complétaient. Aujourd'hui, je n'ai plus ce choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est plus flou. La frontière est plus floue. La frontière est plus floue. Et aujourd'hui, le truc que je galère le plus à configurer là-dessus, c'est mon centre de contrôle. Je sais pas encore comment faire. Je sais pas, je suis perdu. Donc tout à l'heure, j'ai fait comme ça en disant, je vais rallumer mon iPhone 14 Pro pour voir comment est-ce qu'il était, et essayer de retrouver comment faire. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir le choix, en fait. Ouais. Sur iOS, on accueille notre invité Thierry Breton de l'Union. Je ne veux pas. Ouais. Intéressant, ouais. C'est vrai que c'est un débat intéressant qui peut s'étendre à tout ce qui se passe avec l'Union européenne, avec le DMA, avec le fait. La vision de l'Europe aujourd'hui est de dire qu'aucun écosystème ne devrait être fermé. Ils ont commencé à s'attaquer à Apple, ils finiront par s'attaquer aux consoles de jeux vidéo, etc. Mais pour eux, que ce soit iOS ou Android, ça doit être la même chose en termes de personnalisation, d'application. Et en effet, ça. Et tu as raison de remettre l'église au centre du village. Ce n'est pas forcément Apple. C'est pas forcément Apple. Bon, sur les icônes, c'est Apple, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui jusqu'à maintenant faisaient l'iPhone un produit fermé, qui fait qu'aujourd'hui Apple est obligé de l'ouvrir et de proposer la même chose que sur Android, parce que, on en parlera dans les prochaines semaines, vous allez voir avec le paiement, ça c'est un peu la fin d'Apple Pay en tant que monopole, et c'est pas Apple qui avait envie d'ouvrir la fonctionnalité de ses iPhones. Apple est forcé de le faire et va devoir le faire. On invitera Thierry Breton d'ailleurs bientôt. En vrai, je dis ça, mais en vrai, je suis méga chaud parce qu'il a du temps libre. Moi, j'aimerais bien je rappelle juste. Non, mais tu l'as signalé, je te rappellerai. Donc, c'est commissaire français à l'Union européenne et qui était notamment très impliqué dans les questions de. C'était le commissaire européen en charge des questions du numérique. Donc, c'est lui qui a piloté toutes les régulations des géants du web. Aujourd'hui, il a quitté l'Union européenne. Je me moque parce que il y a des choses pour moi qui ont été faites qui sont pas bonnes, mais il y en a aussi d'autres qui sont très bonnes. Si on a de l'USB-C dans les iPhones,
iPhone, c'est en partie grâce à Thierry Breton. Donc voilà, c'est une personnalité que c'est très intéressante et que j'adorerais. En vrai, ce serait. J'ai lancé ça en vague. C'est pas une vanne. On a parlé d'ambition sur Unlock. On tentera. Moi, j'avais une mini question débat. C'est est-ce que vous pensez que les marques de téléphone type Apple devraient arrêter le cycle de renouvellement tous les ans? C'est une question que j'allais aborder en effet. Donc à lancer aussi peu de. J'ai envie de te dire oui, moi. Parce que là, l'Apple Watch Ultra 3, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouveauté. AirPods Max, c'est pareil. Il y en a un deuxième, mais il n'y a pas de nouveauté. L'iMac M3 l'année dernière, il n'y a pas de nouveauté, il est sorti 3 ans et demi après. Est-ce que l'iPhone doit passer à un cycle de renouvellement tous les 2 ans? Du point de vue d'Apple, ils vont sans doute te dire non, parce que marketing, moi, c'est le cycle de vie. Toutes les marques te diront ça sur les smartphones, mais c'est vrai que quand on regarde, les marques n'arrêtent. Tu le disais aussi en plus à l'Apple Store, les gens avaient beaucoup, en tout cas, iPhone 11, 12, 13 et tout ça. Je sais que quand je pose la question à Samsung dit non, mais quand on sort un nouveau produit, c'est pas pour plaire à celui qui vient de l'acheter, mais pour plaire à ceux qui ont des modèles d'il y a 2, 3, 4 ans. En fait, le fait de le sortir chaque année, c'est pas ce message-là qui est envoyé quelque part. Ils te parlent d'écologie, de matériaux recyclés, mais chaque année, ils vont ressortir un produit. Et sur cette question, je citerai quelqu'un qui est vraiment pas loin de moi, littéralement à 30 cm. Nico, tu avais dit un truc que j'avais trouvé intéressant, c'est Apple par exemple, parce qu'il y a une question aussi environnementale de sortir un téléphone chaque année. Apple, leur but c'est d'abord de faire de l'argent et ensuite de faire de l'écologie. Je crois que tu avais dit ça et j'avais trouvé ça intéressant. Mais ça enfonce une porte ouverte, mais c'est un bon rappel. Oui, et c'est une réalité économique. C'est pas forcément péjoratif de le dire, mais il faut rappeler qu'une entreprise avant tout est une entreprise qui rapporte à des actionnaires, qui a un chiffre d'affaires, qui doit gonfler ses marges, et que ce raisonnement-là fait que c'est compliqué d'imaginer un monde où on serait pragmatique au point de dire qu'il n'y a pas de nouveaux produits. Ce qui est certain, c'est que changer tous les ans, ça incite à la consommation, il y a des campagnes de pub, etc. Et donc forcément, ça va servir leur chiffre dans ce sens-là, et on ne peut pas dire que c'est la chose la plus écologique possible. Mais en même temps, la personne qui vient d'un iPhone 11 aujourd'hui, est-ce que... Elle a envie d'acheter le modèle de l'année dernière. Non, mais je ne veux même pas dire ça. J'allais dire que la personne qui vient d'un iPhone 11, est-ce que nous, parce qu'on change de produit régulièrement, on est en droit de dire oui, ça va, elle peut attendre 2 ans pour changer de produit. Qu'il y ait tous les ans un produit meilleur et qu'au moment où tu l'achètes, tu as un produit avec 1 an de longévité supplémentaire, avec un renouvellement récurrent, personnellement, me choque pas. Au contraire, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait des produits qui, d'un point de vue compétitivité, ne cessent de s'améliorer. Mais par contre, il faut... inciter tout le monde à une responsabilité écologique et à ne pas changer tout en permanence. Un gros changement dans la vie, c'est qu'avant, il y avait des forfaits de 2 ans d'engagement. Ça fait que aussi le rythme des téléphones se sont mis à se changer vraiment tous les 2 ans. Maintenant, il n'y a plus du tout ça. Personne n'est engagé avec un forfait. Maintenant, les produits durent plus longtemps. Voilà. Et du coup, les produits durent plus longtemps. Moi, je connais énormément de personnes dans mon entourage qui ont un iPhone 12 et qui n'ont pas du tout prévu de passer au 16. Ils se disent, il marche encore très bien. Au pire, je change la batterie. Je tiens encore 1 an. Pourquoi changer? Changement de batterie, changement de la batterie, 109 €. Combien? 109, 119. J'allais dire 150, c'est 109. Non, c'est moins. Et parfois, des choses à faire en tout cas. Entre 100 € et 1000 €, je pense que c'est vite vu. Et pour beaucoup de personnes, un iPhone 12 aujourd'hui tient largement le coup, encore une fois. Surtout les mini qui ne sont plus produits. Il y en a qui sont vraiment aficionados de ce. Ils vont avoir un problème à un moment. Mais non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. J'en profite justement parce qu'on parlait de nouveaux modèles à chaque fois. Là, il y en a 4. On a un visuel aussi avec quelques différences hardware sur les différents modèles. On en parlait, le 60 Hz, 120 Hz et tout. Finalement, en appareil photo, en termes de hardware, c'est surtout le téléobjectif x5. Alors Apple, c'est marrant parce qu'il te parle de qualité optique x2 sur le capteur principal et tout. Il y a une petite erreur sur le graphique. Je vois qu'on parle de Wi-Fi 6E sur les 16 c'est du Wi-Fi 7 partout. Ah, c'est Wi-Fi 7 partout. Qui va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que les iPhone 16 n'ont jamais été aussi proches des 16 Pro. C'est vrai qu'il y a quelques années, même l'année dernière, Apple réservait le meilleur Wi-Fi aux Pro et mettait toujours 1 an de décalage parce qu'il y avait des puces qui étaient plus anciennes. Et là, vraiment, toutes les nouveautés un peu techniques sont sur les 4 iPhones. Ma faute aussi, j'avais checké le graphique. J'ai peut-être pas assez bien percuté là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a les 4 tailles et tout. Juste peut-être passer en revue pour qui s'adresse un petit peu chaque modèle et tout. Je sais pas si Edouard, tu as peut-être un élément de réponse là-dessus. Quel iPhone pour quel profil finalement? Alors ça, c'est une bonne chose que tu dis là. Je réfléchissais, j'essayais de retrouver le nom de la célébrité en question. Il y a une photo qui a tourné il y a pas longtemps où on voyait une star qui a un iPhone 15 pas le Pro. Plus mais qui a pas le Pro, qui a
tous les moyens possibles du monde pour pouvoir se prendre le Pro Max en 1 Tera, mais non, elle a choisi de prendre un 15 Plus. Une star intelligente, je sais pas qui c'est. De la musique, je trouve que c'est hyper intelligent, c'est-à-dire que oui, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur. Et là, sur un iPhone 16, on a déjà une très bonne prestation, mais je te dirais, moi je vais être mauvais parce que je vais toujours préférer conseiller le téléphone de la génération précédente. Et je m'aperçois qu'avec le nombre d'années qui s'accumulent et moi qui vieillis et qui ai plus de background, bouteilles, voilà, de bouteilles, merci. Eh ben j'ai toujours tendance en fait à conseiller des produits de la génération précédente. Ouais. Voilà, parce que on perd éventuellement 1 an de longévité sur les mises à jour, mais bon, on a un produit qui est performant, qu'on va toucher moins cher dans une économie qui est telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, je suis le premier à me mettre à la place du consommateur et moi-même à réfléchir en tant que consommateur et en me disant, ben non, je préfère prendre un produit qui est un peu moins bon, mais qui sera déjà mieux que ce que j'avais auparavant parce que j'ai conservé mon produit longtemps. Donc voilà, bon, je prêche un peu contre ma paroisse parce que j'arrête pas de tester des téléphones tout le temps. Et donc, en définitive, je suis le mauvais exemple. Mais oui. Ensuite, au niveau des formats, je trouve que le 16 Plus, je le trouve très agréable. Voilà, léger, assez fin en main, plus d'ailleurs que le 16 Pro Max, et très confortable à utiliser, autant d'ailleurs que pouvait l'être le 15 Plus l'année dernière. Donc c'est un format que je trouve vraiment confortable. Le Plus, il est sous-coté. C'est celui qui se vend le moins et pourtant c'est peut-être celui qui on n'en va nulle part. C'est celui qui va être remplacé très certainement l'année prochaine avec un Slim. A priori, c'est les rumeurs. Avec, exactement. Pas plus que des rumeurs, c'est des gens assez. Enfin, Mark Gurman. C'est un bon format et je pense notamment à toutes ces personnes. On voyait, j'ai vu une actu passer comme quoi il y avait vraiment une baisse importante de ceux qui prenaient des box chez eux en se disant, ben voilà, j'ai pas 20 € de plus à mettre, etc. Il y en a pas mal aussi qui se passent de télé aujourd'hui, en fait, qui consomment tout leur contenu sur leur téléphone. Bah voilà, c'est quand même plus confortable d'avoir un écran un peu plus grand pour consommer de la vidéo. Et la batterie. La batterie aussi. L'argument phare. L'argument phare, exactement. Moins cette année que l'année d'avant. Là, ça faisait 2 ans qu'on avait le modèle Plus qui éclatait le Pro Max en batterie. Là, alors moi, de mon point de vue, le Plus est encore meilleur que le Pro Max. Apple dit l'inverse. Mais alors, Apple triche un peu parce que le test de batterie d'Apple, c'est sur le streaming vidéo. Le streaming vidéo, on est sur un taux de rafraîchissement fixe, potentiellement du 30 ou du 60 FPS. Donc, du coup, il n'y a pas le 120 Hz n'est pas testé lors de la comparaison entre le Pro Max et le Plus. Maintenant, c'est vrai que jusqu'à maintenant, voilà, à titre de comparaison, le 15 Plus l'année dernière, pour moi, c'était 2 jours d'autonomie et le 15 Pro Max, c'était 1 jour d'autonomie. Et là, maintenant, on est à peu près à 1 jour et demi dans les 2 cas. Ça dépend de l'utilisation aussi. Forte autonomie. Lors de mon test, là, j'ai pas encore fait tourner le Protocol Visor dessus, mais en revanche, en test réel, 8h30 écran allumé, je me suis fié. C'est énorme, hein. Et 8h30, et le soir, tu vois, démarrer à 7h le matin, pris à 100%, et le soir, à minuit et demi, j'étais à 22%. Voilà. Ouais, non, mais c'est et ça, 8h30 d'utilisation. Non, mais c'est énorme. Mais c'est ça que j'appelle 1 jour et demi. Alors que sur le 15 Plus l'année dernière, tu terminais à 45-50. C'était ça qui était absolument dingue. Là, je trouve qu'on a perdu sur le 16 Plus. Peut-être qu'il est plus puissant, qu'il fait plus de choses. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que les modèles Plus sont vraiment. T'as une grosse consommation en idle, en revanche. Il vaut mieux l'utiliser. Idle, c'est au repos. Au repos. Il vaut mieux l'utiliser que ne pas l'utiliser, dans le sens où ta batterie va quand même se décharger. Pas beaucoup de et il y a eu déjà des premiers retours sur en nocturne, c'est ça. Donc poser son téléphone à 80%, le retrouver à 60 le matin, alors qu'on n'a rien fait avec. Ça, c'est un petit peu dommage. Ouais, mais on l'aurait utilisé, sur lesquels on serait retrouvé à 55. Voilà. Non, je suis d'accord. Toi, du coup, Nico, tu serais pas journaliste tech. Tu as un iPhone 10 que tu dois absolument changer, qui est un peu vieillot. Tu veux un iPhone vers le. Compliqué comme question, ça. Ah ouais. Non, mais alors, si, j'ai quand même un élément de réponse, et je suis désolé parce que je vais dire que je suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave. C'est ce qui est beau. Non, alors, en temps normal, je recommande l'iPhone de l'année dernière. L'année dernière, je recommande l'iPhone 13, tu vois, donc je trouvais que c'était un bon produit. Là, cette année, j'avoue que la perspective d'Apple Intelligence, etc., fait que j'ai du mal à recommander l'iPhone 15. Parce que aujourd'hui, les fonctions Apple Intelligence, déjà, on les a même pas en Europe. Non. On va en parler. Ensuite, on ne sait pas quand elles arriveront en France. Et, troisième point, elles sont pas ouf. Je teste un peu la bêta. Ok, il manque quelques éléments, mais il n'y a rien de bien révolutionnaire. Le truc que j'aime le plus, moi, c'est les notifications. C'est le fait, t'as 8 messages en attente, et au lieu d'avoir à lire les 8 messages, t'as un résumé qui dit on t'a demandé à quelle heure tu rentres et on t'a demandé ce que tu vas regarder à la télé ce soir. Voilà. Simplement, je trouve que c'est efficace et que c'est exactement ce que j'attends de l'IA générative sur iPhone. Mais bon, de toute façon, c'est pas encore en français, donc c'est pas une raison pour acheter l'iPhone 16 aujourd'hui. Par contre, les futures nouveautés d'iOS, je
je pense qu'on va partir maintenant sur une répartition 50% iOS, 50% Apple Intelligence. Donc, c'est-à-dire que quand tu auras iOS 19, quand tu auras iOS 20, quand tu auras iOS 21, tu n'auras que des nouveautés Apple Intelligence qui sont des trucs de plus en plus sophistiqués avec des modèles de langage qui vont devenir de plus en plus performants parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, Apple n'est pas complètement prêt, qu'Apple essaie de rattraper Google OpenAI, mais que c'est dans 2-3 ans qu'on va vraiment voir de quoi ils sont capables. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les iPhone 15 n'auront aucune fonction Apple Intelligence, alors que l'iPhone 16, lui, est techniquement compatible et je vois pas Apple dire les nouveautés d'iOS 19 ne sont que sur les iPhone 17. Je les vois pas. Il porte Apple Intelligence sur iPhone 15. Pas sur le 15 normal. Sur les pros. Oui, pas sur les 15 normaux. Oui, mais les pros sont même plus en vente. Donc la question se pose même plus. Donc moi, je suis plutôt d'avis à dire qu'aujourd'hui, quitte à ce que, si c'est trop cher, décaler son achat dans 1 an, quand le 16 aura baissé de prix, etc., et tenir avec une nouvelle batterie, comme le disait JB, essayer de tenir un petit peu plus longtemps. J'ai tendance à penser qu'on est dans une année de transition où on est en train de voir des produits qui sont iOS et Apple Intelligence, que certes, pour nous, ça nous paraît loin, pauvres Européens qui sont complètement bridés par Apple, qui ne veut pas de nous au lancement, mais que à terme, la personne, j'ai un exemple, mon cousin m'a passé une semaine à me demander, j'hésite entre le 15 et le 16, et je lui ai dit de prendre le 16 parce que je lui ai dit que même si aujourd'hui, il ne verra pas la différence, il aura l'impression de se faire avoir de 100 €, dans 2 ans, quand il y aura une nouveauté cool dont tout le monde parlera et que lui ne sera pas éligible alors que les gens avec l'iPhone 16 l'auront, il sera mis de côté. Il se dira, ouais, il sera peut-être mis de côté, j'en sais rien. Les gens lui parleront plus. En tout cas, il se dira, c'est dommage. Donc, est-ce que, sincèrement, je regrette qu'Apple n'ait pas mis Apple Intelligence sur les iPhone 15. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, 12 fois plus de puissance sur le NPI. Ouais. Donc, c'est pas que de la limitation marketing. Tu pourrais le faire différemment, mais il y a une raison technique derrière ça. Donc, pour moi, l'iPhone 16, c'est vraiment le produit de référence cette année. Okay. 16 et 16 Plus, ça serait les deux que je recommande. Le problème du 16 Plus, c'est qu'il est cher et peut-être qu'Apple a un problème de positionnement là-dessus. Et sinon, 16 Pro, 16 Pro Max, ça se destine aux fans d'Apple, aux geeks, à ceux qui veulent leur fonction, aux influenceurs, aux journalistes peut-être, mais voilà quoi. J'ai une double question en rebond par rapport à ça. La première, c'est iPhone SE qui sortira l'année prochaine. Du coup, il aura aussi Apple Intelligence. Oui. Pour moi, du coup, par rapport à cette gamme-là ou par rapport éventuellement aux iPhone 15, j'irais plutôt dire attendez. Il y a le nouvel iPhone en plus USB-C va vraiment prendre un nouveau design. Et moi, je suis USB-C. Là, si on pose la question à l'heure actuelle de l'iPhone 16, maintenant c'est vrai que l'iPhone SE sera peut-être il va être très intéressant. Pour moi, ça va vraiment être intéressant. Et la deuxième question, c'est au niveau des mises à jour. Tu disais 50-50 iOS, Apple Intelligence. Donc c'est-à-dire que dans les années suivantes, aujourd'hui, typiquement sur iOS 18, on remonte jusqu'à l'iPhone XR. Voilà, donc un iPhone qui a quand même quelques années, j'ai pas calculé, mais voilà. 2018, ouais. 2018, ok, 6 ans. Donc, est-ce qu'on aura, au niveau d'Apple Intelligence, aussi le même suivi au niveau des appareils? C'est-à-dire, les iPhone 16, dans 6 ans, auront-ils une mise à jour d'Apple Intelligence? Ou est-ce que, du coup, parce que là, on est vraiment sur une course quand même à la performance, plus on va développer des fonctions intelligentes qui seront gourmandes en ressources, et moins on aura la possibilité de le porter sur des appareils qui deviendront, d'un point de vue intelligent, obsolètes, pas de l'autre. C'est pas pour déranger l'intelligence artificielle, alors, je m'en fiche un peu. Mais bon. Apple est une marque qui... déjà, Apple aujourd'hui n'a jamais dit que les iPhones auront 6 ans de mise à jour. C'est-à-dire que Samsung, Google te disent 7 ans. Ils ont été obligés de le dire par Apple, ils l'ont communiqué dans des documents un peu juridiques. Sinon, ils le mais font, pas grand public, c'est pas dans leur pub. Ils le font, mais c'est jamais officialisé. Donc c'est compliqué de se projeter. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'en ai parlé avec eux quand on était à Cupertino avec JB. Et sur la question de pourquoi un Français devrait acheter un iPhone 16 aujourd'hui, l'argument que eux mettent en avant, c'est parce qu'il faut que vous disiez aux gens qui achètent l'iPhone aujourd'hui qu'ils auront toutes les nouveautés Apple Intelligence à venir et que ce n'est pas que la situation actuelle. Donc moi, j'interprète comme il y aura des mises à jour. Après, est-ce que je peux te dire qu'il y aura les nouveautés mais on n'achète pas un produit sur des promesses, comme nous-mêmes, on teste pas des produits sur des promesses. Non, mais on peut pas non plus faire l'impasse sur ces promesses. On peut pas dire ça n'existe pas parce que aujourd'hui c'est pas disponible. Ça va quand même exister et ça aura un impact sur les gens. En France, on ne sait pas. Ça va exister un moment. Il communique quand même. En fait, c'est aussi, sincèrement, soyons honnêtes. Rendez-vous en 2025, on peut parler d'Apple Intelligence maintenant. Donc, Apple Intelligence, on en parle déjà. On voulait juste lancer JB dessus. Rappel rapide de la situation. Apple Intelligence, c'est le set de fonctions IA d'Apple. Ça a été annoncé en juin. C'était censé être disponible partout, mais seulement en anglais pour commencer. Et finalement, Apple a annoncé dans le courant de l'été qu'à cause de tout ce qui se passe avec l'Union européenne, d'incertitudes réglementaires pour les citer directement, ils renonçaient au marché européen pour l'instant, le temps de savoir ce qui allait se passer. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que soyons honnêtes. Si Apple Intelligence était prêt pour le français, l'espagnol et l'italien aujourd'hui, est-ce que vous pensez une seconde qu'ils auraient fait l'impasse sur le marché européen? Non, mais bien sûr que non. Non, la réalité, c'est qu'ils gagnent du temps.
que le truc ne parle qu'anglais pour l'instant. On parle de janvier, février pour les mises à jour avec le français, etc. Pour moi, c'est dans leur grand intérêt d'avoir trouvé une solution en janvier, février et de se faire passer pour les sauveurs en expliquant, voilà, c'était compliqué avec l'Europe. On a fait des compromis, mais on a trouvé une solution pour que nos clients français aient la fonction. Même les francophones du Québec n'ont pas été servis. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une signature de ce qu'on appelle l'AI Pact. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'Union européenne dans quelques années, va mettre l'AI Act, donc une loi sur l'intelligence artificielle, et qu'avant de partir, Thierry Breton a lancé l'AI Pact, donc pas l'acte, mais le pacte cette fois-ci. À ne pas confondre. Un préaccord entre les entreprises pour appliquer la plupart des conditions de l'AI Act dès maintenant. OpenAI l'a signé, Google l'a signé, il y a plein d'entreprises qui l'ont signé, et il y en a 2 qui ont refusé de signer, Meta et Apple. Ouais. Elles ne disent pas pourquoi, mais elles ne veulent pas signer avec l'Union européenne parce qu'elles ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, Apple est dans une situation où s'ils s'engagent à lancer le truc maintenant, ils ne sont pas crédibles au niveau du bras de fer. Parce que Apple, l'Union européenne pourra dire, voilà, de toute façon, vous êtes bloqués, vous devez signer parce que sinon, nous, on va vous bloquer un moment. Donc il y a vraiment ce bras de fer politique. Je pense que ça arrange bien Apple parce que ça permet de se concentrer sur un lancement purement américain, purement sur de l'anglais, sur des choses où ils savent qu'ils ont moins de bugs techniques. Quand on voit la différence entre Siri en France et Siri aux États-Unis, on comprend qu'ils ont toujours eu du mal à traduire leur modèle. Mais je suis convaincu que ça va arriver. Et vraiment dire aux gens, n'achetez pas l'iPhone 16 aujourd'hui pour Apple Intelligence parce que vous ne savez pas si ça va arriver. Moi, ça ne sera pas du tout ce que je dirais. Je dirais acheter l'iPhone 16 pour Apple Intelligence parce que ça va arriver. La situation actuelle est problématique, mais il faut avoir cet élément en compte parce que si on a une marque qui se met à parler d'Apple Intelligence à toutes ses keynotes pour les 5 prochaines années et qu'on achète un 15 aujourd'hui, on va être déçu. JB, toi, Apple Intelligence, ça a été une grosse frustration pour toi pendant tes tests ou Tu vois, pas tant que ça. Ouais. Dans le sens où je pense que moi, je me mets aussi à la place du grand public qui utilise vraiment l'IA au quotidien dans le grand public. À part peut-être ChatGPT, pour beaucoup, c'est l'IA. Oui. Mais à mon avis, ça va pas manquer aux gens. Ils ont vécu sans depuis 15 ans. Ça, c'est vrai. C'est pas en ne pas l'ayant dans leur iPhone 16 aujourd'hui qu'ils vont se dire, mais je vais surtout pas l'acheter. Ils ont même, ça se trouve, même pas conscience que ça existe, Apple Intelligence, ou que ça a été présenté en juin. Ouais. Ils disent, oh, c'est un truc d'intelligence Apple, mais je sais pas ce que ça fait. C'est des emojis. Ouais, ça viendra peut-être un jour. Bon, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. C'est vraiment pas la révolution du siècle aujourd'hui qui fait que si t'as pas ça dans ton iPhone, il sert à rien. Que l'iPhone fait beaucoup plus de choses que ça. Ce sera cool quand on l'aura. Mais je pense que beaucoup de gens savent même pas ce que c'est. Et l'IA, c'est pareil. Donc, voilà. Je pense que c'est un débat sans être un débat pour beaucoup de personnes de se dire qu'il n'y a pas Apple Intelligence dans les iPhone 16 au lancement aux US et pour nous, là, pour les prochains mois, prochaines années en France. T'as parfaitement raison sur l'IA. Après, c'est les fonctions. Apple l'amène à travers des fonctions et c'est la bonne manière de le faire. C'est sûr que si tu dis on lance une application Apple Intelligence, les gens s'en foutent. Maintenant, l'estampille IA ne sert à rien d'ailleurs. Quand le mois prochain, les Américains pourront effacer quelqu'un d'une photo et qu'il y aura plein de TikTok qui diront regardez, c'est génial, et que nos enfants diront mais pourquoi on l'a pas là, la frustration, elle va commencer. Quand t'as des notifications résumées. Tu peux le faire avec 2 applications. Parce que là, il n'y a pas besoin de traduction pour l'avoir, ce genre de choses. C'est très bien que la plupart des gens n'installent pas d'application pour ce genre de fonction. Non, mais la photothèque. Mais la gomme magique est sur n'importe quel téléphone maintenant Android. Mais pas sur iOS. Donc du coup, au moment où ça arrive sur iOS, il y aura cette frustration-là de se dire on l'a pas. Donc je pense que Apple Intelligence va devenir utile au travers de fonctions, non pas au travers de l'Apple Intelligence Mais je pense qu'il faudra que les marques éduquent les gens aussi juste à l'IA. Au large terme, parce que finalement aujourd'hui les gens ont souvent peur de l'IA, ils se disent je veux pas d'IA dans mon téléphone, j'ai peur, je sais pas quoi. C'est certain, c'est un mot fourre-tout. Par Ketchup qui nous dit après le 16, donc après l'iPhone 16, on parlera plus de ce que les nouvelles puces seront capables de faire IA, entre parenthèses, que de nouvelles fonctions hardware. Même. Ginta qui dit qui était d'accord avec toi du coup sur le côté ils sont en retard sur les langues et que l'UE est un prétexte. Moi j'avais une question aussi pour le chat si jamais des personnes veulent un peu participer. Tu parlais de gomme magique, justement je me demande à quel point moi c'est un truc que j'utilise de temps à autre et tout quand il y a un petit détail qui me gêne, c'est du petit détail par le passé j'avais vu des gens qui me partageaient aussi des exemples avec vraiment un gros changement énorme dans le truc. Je sais pas à quel point c'est utilisé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez beaucoup la gomme magique de Google, que nous on aime bien, en tout cas côté Frandro c'est beaucoup utilisé. Vous l'utilisez pas mal ce genre de petites fonctions? Ouais, mais moi j'utilise des applications qui le font parce que du coup sur iPhone ça n'existe pas. Bon, ça fait le job, mais j'avoue que je le fais pas souvent non plus. Et si ça arrive du coup, je pense que oui. Moi, je le fais en vacances. Quand je l'aurai, sinon tu prends ta photo. Quand tu l'as devant toi, tu l'utilises. Ouais, voilà. C'est peut-être la disponibilité qui crée le besoin en fait quelque part. Exactement. Ok. Oui, vas-y. Éventuellement, j'avais une idée en tête et que je trouvais intéressante et je l'avais déjà abordée lors du débrief vidéo de la keynote avec Pépé. C'était qu'aujourd'hui, en définitive, même sur l'ensemble du marché de la téléphonie mobile, on n'est plus sur la course à la puissance.
comme on a pu l'avoir longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une course hardware, on est passé sur une course software. Et ce qui donne aussi, en fait, une plus grande longévité. Et je trouve que c'est un cercle vertueux. Ça donne une plus grande longévité, en fait, aux appareils. C'est-à-dire qu'on a des appareils qui sont aujourd'hui suffisamment puissants pour nous durer longtemps. Et du côté des éditeurs, donc que ce soit Google avec Android ou que ce soit Apple avec Apple Intelligence, iOS, etc. Et puis même les autres avec leur logiciel, ce que j'ai appelé moi les surcouches. Voilà, là on a vraiment de l'apport qui est distillé tout au long de l'année. Samsung joue très bien le jeu avec ses mises à jour régulières. Google s'y est mis aussi avec ses feature drop que je trouve très sympa. Ça fait en fait des petits colis, des petits cadeaux surprises. Ça fait un petit peu comme dans ton Clash of Clans lorsque tu as le petit cadeau, lorsque tu lances ton truc, t'es content, t'as une petite fonctionnalité, t'as une option qui est apparue. Ben, je trouve que c'est gratifiant, ça fait vivre ton appareil, et voilà. Et donc, ça permet vraiment de se dire, non, j'ai pas juste acheté une brique qui va rester comme ça, faut que j'attende 1 an pour avoir un truc qui va changer enfin. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Côté Apple, corrige-moi, mais de mémoire, on reste plutôt encore sur ce domaine de mise à jour majeure un calendrier par an. Voilà, c'est ça. Mais sur les mises à jour intermédiaires, on va être sur de la sécurité et pas forcément des nouvelles fonctionnalités. Parfois, ça va arriver. On va en avoir des points 5. Des points 5. On va en avoir plus avec Apple Intelligence. Ce qu'il y a à savoir, mais ça, Apple le dit jamais publiquement, c'est que les développeurs ont un double calendrier, c'est-à-dire qu'ils ont la mise à jour d'automne et la mise à jour de printemps. Donc eux raisonnent pas en mise à jour majeure, mais ils raisonnent en printemps et automne. De la mise à jour de printemps, c'est la point 4. Donc c'est pour, par exemple, je me rappelle le Face ID avec un masque, ça a été le gros développement pendant 6 mois qui devait être prêt pour la mise à jour de printemps. Et la mise à jour d'automne, c'est la mise à jour majeure. Donc il y a quand même un drop de features, comme le dirait Google, en avril, mai, avec la mise à jour .4. Mais bon, c'est encore une marque qui résonne avec une mise à jour annuelle, avec 150 nouveautés d'un coup, là où un Google va faire une nouveauté par semaine et du coup le faire de manière plus transparente. Nicolas, je te laisserai le mot de la fin sur Apple Intelligence, parce que l'émission touche à la fin. Je vais juste lire un peu les réponses à ma petite question. J'ai des gens qui me répondent sur donc la gomme magique assez souvent pour Ginta, souvent tout court pour Klimka VR, jamais pour Lord, j'ai vu c'est Cadenaron, assez souvent pour Polaris. Du coup, quand même, c'est difficile de toute façon de faire des généralités. C'est un peu ça l'enseignement que je retiens. Je te laisse un petit dernier mot. Je sais que tu avais encore peut-être des choses à dire sur Apple Intelligence et après, je me permettrai de boucler. Oui, écoutez, sur Apple Intelligence, moi j'espère que la situation va se clarifier. Je continue de penser que même si, alors tu vois, dans la note qu'on a mis aux iPhones sur Numérama, on est passé de 9 à 8 sur 10 en expliquant qu'on retirait un point à cause de la communication sur Apple Intelligence qui est hyper irritante. On a vraiment l'impression de ne pas être trop au sérieux en tant qu'Européen. C'est la même chose chez Meta hier, qui toutes les nouveautés ne sont pas dispo sur l'IA. C'est d'autant plus dommage, j'ai vu que des gens l'ont dit dans le chat, que quand on voit Samsung avec Galaxy AI... il est dispo depuis janvier, j'ai vu ça dans le chat. Quand on voit Google qui avec ses pixels... Alors les pixels, ils sont un petit peu frustrants parce que Google dit que c'est dispo partout, mais c'est que si tu mets ton téléphone en anglais pour toutes les nouveautés. Exactement. Il y a un peu le côté, on se moque de nous, mais bon, en tout cas, ça va exactement, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Vous voyez, le nouveau ChatGPT, j'ai tweeté, on a tweeté une vidéo sur Numérama il y a quelques heures où on lui a parlé et c'est hilarant à quel point il peut imiter des accents, il peut blaguer. Et ça, c'est pas dispo en France, pareil. Il commence à y avoir cette frustration générale de, l'Union européenne, on a voulu réguler, on a bien régulé et on a eu un impact sur ces boîtes tech. Et là, elles sont en train de se venger et c'est nous, les consommateurs, qui sommes en train d'entrinquer. Donc, c'est un petit peu frustrant, très frustrant même, mais je continue de penser que l'iPhone 16 sera un téléphone avec Apple Intelligence en France assez vite. Tu le disais, ce serait la référence. Moi, je parie sur du janvier. Vraiment, je pense que... Comme Vision Pro, tout le monde disait ça va sortir dans longtemps en France. Ça arrivait. À 4 mois, 5 mois. Je pense sincèrement que ça ira vite parce que au moment où ils vont le déployer sur le... Déjà, un rappel, Apple Intelligence est dispo sur les Mac en France. C'est uniquement sur iPhone et iPad que c'est bloqué parce que l'Union européenne n'a attaqué que les iPhones et les iPads. Donc, nouvelle preuve que c'est surtout du bras de fer. Est-ce qu'on imagine vraiment Apple développer la traduction du système en français seulement pour les Mac? Non, ils travaillent sur les iPhones et les iPads. Le but, c'est que ça arrive sur les iPhones et les iPads. Quand on ne peut pas vraiment le savoir, j'ai bon espoir que le jour où c'est dispo en français, que ce soit en janvier ou en février, que ce soit dispo en France en même temps, et que d'ici là, Apple devienne le héros de notre temps moderne qui a réussi à convaincre l'Union européenne de retirer les conditions. Et voilà, on finira cette histoire-là. Ce qui m'inquiète, c'est la suite. Est-ce qu'à chaque nouvelle nouveauté d'iOS, chaque nouvel iPhone, chaque nouveau produit Meta,
on aura les 3/4 des fonctions en moins en Europe et on sera condamné à payer le même prix que les autres pour moins de fonctions. Ça, je sais pas. Sur ça m'inquiète pas plus que ça. Je pense que sur la iPhone 16, le problème va vite se régler. Mais c'est évident que l'Union européenne devient un petit peu un sous-marché pour les boîtes tech actuellement et c'est pas hyper rassurant. Ensuite, juste éventuellement une chose. Rapidement. C'est que acheter un iPhone 16 à instant T, donc c'est avoir potentiellement un iPhone qui n'est pas complet, pourrait-on dire. Donc on pourrait avoir tendance à patienter un petit peu. On peut aussi patienter. Voilà, pour éventuellement estimer pouvoir le toucher moins cher sur chez des revendeurs, etc. Je dis pas aux gens de se jeter dessus. Non, mais tout à fait. Mais lorsqu'on arrivera à ce moment-là, on sera peut-être encore, à moins que ce soit janvier, et je l'espère fortement, mais on sera plus qu'à quelques encablures éventuellement de la génération suivante. Et attendre simplement un petit peu plus et passer à la génération d'après pour vraiment avoir un iPhone qu'on pourra avoir pendant un an complet. Tu disais que tu conseillais généralement l'iPhone de l'année dernière et je te disais que j'étais pas d'accord cette année. Mais en fait, peut-être que je vais te rejoindre sur peut-être qu'il faut attendre l'année prochaine cette année. Peut-être que là, on est sur une année trop de transition, trop de 15 renforcés avec la plupart des fonctions bloquées pour l'instant. Donc on est sur un 15 4S. Voilà, donc peut-être que ça peut valoir le coup cette année d'attendre le plus possible. Éventuellement, début d'année prochaine, si Apple Intelligence et des promos. Et sinon, vous attendez septembre prochain. Ouais. Soit vous prenez le nouvel iPhone 17 super fin dont les rumeurs parlent, soit vous prenez l'iPhone 16 en promo et voilà, ça sera pas mal aussi. Hein. Et je me permettrai de me donner le mot de la fin, en plus sur les iPhones, parce que vous parlez des modèles précédents. Le marché du reconditionné qui fonctionne le mieux, c'est iPhone. Donc il y aura encore plus d'intérêt, je pense, pour le marché du reconditionné iPhone qui est déjà extrêmement important.